Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Ce qui était à l'honneur hier en ce jour d'Halloween, c'était la couleur orange. C'était la couleur orange. Et tu veux revenir tendance. Oui. Ben, c'est la couleur de l'agent orange de M. Trump. Et comme par hasard, les planètes ou les citrouilles se sont probablement bien alignées pour lui. Je pense que le costume le plus populaire dans les 24 heures qui ont précédé l'Halloween, celui qui s'est improvisé mais qui s'est aussi imposé, c'est le costume d'éboueur. La preuve que le génie de la communication ou de l'image forte de Donald Trump a percuté hier. Mais le message est fort aussi. Tu sais, je comprends l'image, mais l'image transporte un message. Et la gaffe de Biden, l'idée, l'Américain ordinaire, là, la personne qui travaille fort, la personne qui travaille dur, que des gens le regardent de haut, le méprisent, c'est extrêmement fort, là. C'est, à mon avis, c'est quelque chose de... Puis même dans la motivation d'aller voter, moi, je trouve pour les démocrates en fin de campagne, c'est un vrai... Bon, on dit, il n'y a plus grand-chose qui change le vote à cette étape-ci, c'est sûr. Un grand pourcentage ont déjà leur idée faite. Mais tu sais, s'il reste quelques affaires émotives et profondes, là, à mon avis, ça en fait partie. C'est une affaire émotive, tu as parfaitement raison. Probablement davantage que la réaction engendrée par les blagues, d'abord pas drôles et ensuite racistes, d'un humoriste associé à Donald Trump. Il faut quand même rappeler que c'est pas une déclaration de Kamala Harris. Kamala Harris a bien tôt pris ses distances avec le président Biden. On l'a dit hier et c'est pas un hasard si on l'a pas vu si souvent sur le sentier de la guerre électorale, malgré qu'elle répète ad nauseam que l'entente est bonne, qu'elle a été fière de travailler avec M. Biden, qu'à aucun moment elle n'a senti qu'il était sur le déclin. On peut, sans avoir besoin d'un talent divinatoire particulier, comprendre qu'ils gardent leur distance et qu'il y a probablement beaucoup de tension en ce moment entre les deux équipes, celle du président et celle de Mme Harris. Est-ce qu'elle pourrait se distancier davantage? Est-ce qu'elle pourrait se distancier au point où ça devient ça la nouvelle, là? À 4 jours, compte tenu de ce qu'a été le modus operandi de la campagne, ça serait une rupture qui donnerait l'impression qu'ils ont menti pendant les dernières semaines. C'est-à-dire que d'arriver à la toute fin et de dire « Ah, savez-vous, Biden, dans le fond, c'est pas une bonne affaire », ça donnerait pas l'impression. Ça serait clairement de dire on a passé les 10 dernières semaines à vous dire quelque chose qui n'était pas vrai. Et est-ce que ça ne peut reposer que sur la seule déclaration? Depuis que M. Biden a dit ça, on prend toutes nos distances. Enfin, je pense que stratégiquement, ça serait une erreur. Là où je te donne parfaitement raison, ça touche aux émotions. Je disais hier et avant-hier, je pense que rendu à cette étape-ci de la campagne, il n'y a plus grand-chose de fondamental, les gaffes des uns et des autres. Évidemment, Biden, parce que tout le monde sait, j'aime pas l'expression qu'il était aux abonnés absents, mais même les fans de M. Biden, même ceux qui ont voté pour lui, voient qu'il y a un problème. Et alors, on a entendu ce qu'on a entendu. Les remarques sur les supporters sont peut-être des déchets. C'est non seulement malhabile, ça alimente, comme tu le disais, des émotions. Les mêmes qui ont été foulées aux pieds avec les déplorables, les mêmes que M. Obama aussi avait entre les lignes alimentées, parlant des républicains avant même M. Trump, mais en parlant aussi de M. Trump au dîner des correspondants il y a très longtemps quand il se foutait de la gueule de Donald Trump et que comme par hasard, il s'est senti, lui, un destin politique, peut-être pour remettre à monsieur Obama la monnaie, rendre la monnaie à M. Obama. Si c'était le cas, en tout cas, ça a fonctionné parce qu'il est dans le paysage depuis 8 ans et il les fait schmire collectivement beaucoup. Donald Trump a réussi à rendre très inconfortable le destin de plusieurs politiques démocrates. Et là, il y a une émotion, une vraie émotion qui est, pour M. Trump, du carburant. C'est très, très clair. D'abord, tout ce qui est perçu comme du mépris, de la condescendance, donc l'idée des déchets, de ce que parce que vous êtes avec nous, vous êtes dans le mauvais camp, vous n'avez pas de jugement, vous ne comprenez pas, vous êtes en train, sur les grands principes de la démocratie, de dérailler parce que vous êtes avec moi, Donald Trump. Tout ça,
c'est non seulement de l'oxygène, c'est du carburant pur pour Donald Trump. Il a su systématiquement depuis 8 ans alimenter ça. Ouais. C'est vraiment une lutte de classe. On pensait que ça n'existait plus. Ben, il y a une lutte de classe entre, appelons-la la bien-pensance qui a réussi dans la vie, qui lit les mêmes journaux, qui est abonné à peu près au même réseau de télévision, et le reste de l'Amérique. Il y a un vrai clivage et il est probablement aussi fondé que cette autre Amérique. Il y a plein de gens qui ont des doutes sur Donald Trump. Il y a plein de gens, parce qu'ils le disent tout le temps. J'aime pas nécessairement ce qu'il dit. Alors, peut-être qu'ils prennent des distances qui n'existent pas, mais je le crois. Je pense qu'il y a plein d'Américains qui, sur un certain nombre d'enjeux, sur la manière, ont de véritables doutes, ne sont pas certains que leur homme est en tout parfait, mais ils acceptent que son franc-parler, que justement l'incarnation de cette résistance au mépris de classe. Et c'est évidemment bizarre puisque c'est un milliardaire qui fait ça. C'est pas un petit gars de Scranton comme M. Biden dit l'être. D'ailleurs, ça sera à suivre. Est-ce que Joe Biden va faire campagne à Scranton en fin de semaine comme il est annoncé qu'il le fera? Est-ce que l'équipe de Mme Harris va faire du plaquage préventif et suggérer peut-être qu'il aille à la plage plutôt qu'à Scranton? Ouais. Parce qu'il a fait beaucoup de plages dans les dernières semaines. Oui, effectivement. Tu parles du clivage de classe, mais il y a aussi le clivage des sexes. Quand on regarde les sondages, là, il y a un clivage des sexes très important dans le vote. On en parlait hier soir avec Jean-Marc Léger, qui constatait, entre autres, que dans les intentions, enfin, non pas les intentions de vote, les votes anticipés, on est à plus de 60 millions. Dans à peu près tous les États, il y a davantage de femmes qui sont allées voter que d'hommes, ce qui pourrait, par déduction, favoriser Mme Harris, parce qu'on sait qu'elle a une avance dans les intentions de vote chez les femmes. On peut le comprendre aussi. Après, après les déclarations de Donald Trump, quand il a dit « Je m'occuperai de leurs biens, qu'elles le veuillent ou non », je suis pas sûr que c'est une variation qui va avoir un impact réel sur ce que pensent les femmes de Donald Trump depuis l'histoire de 2016, les déclarations qui avaient été saisies au vol, tu te rappelleras, we can grab them by the pussy. Depuis cette époque-là, il y a pas grand-chose qui tient ou qui tienne. Il faut aussi rappeler qu'il a été reconnu coupable d'agression dans un procès civil. Donc, les femmes qui appuient Donald Trump savent exactement avec qui elles ont affaire, puis une majorité, aujourd'hui, c'est clair, ne sera pas avec lui. D'ailleurs, c'est au cœur de la stratégie du Parti républicain. Je m'amende tout le temps, c'est pas le Parti républicain, c'est MAGA. Donald Trump, c'est une affaire distincte. Mais la stratégie de Donald Trump et de ses équipes, c'est de tabler sur le vote des hommes. Alors, tu disais, il y a là aussi un clivage important, super marqué, assumé par la campagne, qui a choisi d'aller jusqu'au bout, en mobilisant des électeurs qui sont pas faciles à mobiliser, qui aiment, vont dire qu'ils aiment, vont écouter à 50 millions, parce qu'il y a eu 50 millions de téléchargements du podcast de Joe Rogan. Ça, c'est le tiers des gens qui vont voter aux élections, by the way. 50 millions, c'est fou, en effet. Et c'est 10 fois plus, sinon 20 fois plus que certaines des émissions d'information les plus écoutées en termes de score. Mais est-ce qu'il va réussir à transformer, à cristalliser cette écoute et cette curiosité en vote d'ici le 5 novembre? Si ça marche, on dirait que ça a été génial. Sinon, on va constater que la stratégie douce et disciplinée de l'équipe démocrate auprès des femmes va faire la différence parce que ça pourrait faire une différence. Et on regarde beaucoup la présidentielle et son impact potentiel sur l'avortement, sur la question de l'avortement, mais tu t'es penché sur plusieurs États où, nommément, la question de l'avortement est sur le bulletin de vote. C'est tellement intéressant et tellement complexe. Et là aussi, peut-être qu'il y a un pari qu'on sous-estime qui sera réussi de la part de M. Trump. Je t'explique. Par exemple, l'Arizona, historiquement, un État très conservateur, un État même pas républicain, je dirais un État indépendant, libertarien, mais qui était acquis aux républicains politiquement, qui ne l'est plus, puisque Biden l'a emporté en 2020. Il y aura un référendum le 5 novembre prochain, comme il y en a un dans l'État voisin du Nevada. Parce que pour les gens qui ne sont pas habitués, nous, quand on vote, là, on fait un X. Aux États-Unis, le bulletin, ça peut être des pages et des pages. Là, on vote pour plein d'affaires, on vote à la présidence, mais on vote pour plein d'autres choses, là. Down ballot qu'ils expliquent. On commence en haut à la présidence, ça descend. Ça peut être des enjeux régionaux, c'est évidemment les élections au Sénat. Ça peut être au Sénat, c'est systématiquement à la Chambre des représentants, des shérifs, des juges. En tout cas, quand on va voter, il faut être patient. Il y a beaucoup de et des référendums parfois.
Exactement. Puis de plus en plus, dans la foulée de ce qui s'est passé depuis que la Cour suprême a abrogé Roe v. Wade, le jugement historique du début des années 70 qui permettait la légalisation de l'avortement, renvoyant aux législatures d'État le soin de décider. C'est le discours de M. Trump. Moi, je veux pas m'en mêler, je veux que ce soit une affaire vraiment démocratique. Les États auront à trancher pour eux-mêmes, ce qui fait que, paradoxalement, par exemple, en Ohio, l'État de J.D. Vance, il y a eu un de ces référendums. Et les règles qui encadrent aujourd'hui l'avortement sont comparables et peut-être même meilleures à ce qui était avant imposé par Roe v. Wade. Donc, le super conservateur anti-avortement qui est J.D. Vance représente un État où les électeurs ont choisi d'aller contre ses convictions à lui lors du référendum. On va voir la même chose au Nevada, on va voir la même chose en Arizona. Donc, ils votent pour des républicains qui sont contre l'avortement comme élus, mais ils se sont donné dans un référendum des garanties qui protègent le droit à l'avortement. Possiblement, on le verra. Et c'est encore plus fort parce que ça pourrait être inscrit dans la constitution des États. C'est-à-dire que le droit à l'avortement en Arizona, si ça passe, le droit à l'avortement au Nevada, les gens de Floride se posent les mêmes questions, pourrait être inscrit dans la constitution de l'État. Et on va... Et dans le cas si je me trompe pas, dans le cas du Nevada et de l'Arizona, l'avortement, si ça passait, pourrait être légalisé jusqu'à 24 semaines de grossesse. C'est davantage que ce qui était encadré par Roe v. Wade. Et c'est surtout beaucoup plus que la norme européenne, qui est toujours le point de comparaison. On dit les Européens civilisés n'ont pas de problème avec la question de l'avortement. C'est légalisé depuis très longtemps. Mais dans l'essentiel des pays européens, c'est dans les 12 premiers mois de la grossesse. Je pense qu'il y a 2 exceptions pour la Grande-Bretagne. Les 12 premières semaines. J'ai dit quoi? T'as dit 12 premiers mois. Ça c'est pénible. Enceinte pendant 12 mois, ouais, c'est vraiment... Alors, c'est rough. Alors, c'est peut-être dans une humanité qui sera différente, qui aurait été dans une transhumanité où on fera des accouchements beaucoup plus tardifs. Mais en attendant, tu as raison, 12 semaines. En Europe, c'est ça, c'est partout 12 semaines, sauf pour l'Angleterre et l'Espagne à 24 semaines. Et là, on pourrait se réveiller, donc le 5 novembre prochain ou le 6, avec Donald Trump qui gagnerait, je le mets au conditionnel en Arizona, mais des électeurs, tout conservateurs qu'ils soient, qui ont choisi à la majorité d'inscrire dans la Constitution de l'Arizona l'idée que l'avortement est légal, et non seulement légal, admissible jusqu'à 24 semaines du début de la grossesse. Ça fait partie de ce que cette campagne nous offre d'extraordinaire et d'improbable aussi. Ce sont d'autres résultats qu'il faudra surveiller. Mardi soir, Stéphane, bonne fin de semaine. On se reparle lundi. On va être la veille du vote. Je te dirais même que ça va être probablement mercredi dans la nuit, mercredi matin, mercredi dans la journée. On va avoir les vrais résultats, effectivement. Salut, bonne fin de semaine.